Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Voilà, l'Allemagne a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne le 1er juillet. Un sommet en visioconférence entre la Chine et l'Union européenne a eu lieu le 22 juin. Presque au même moment, des frictions ont eu lieu entre la Chine et les États-Unis, mais aussi entre l'Union européenne et les États-Unis. Face à la politique de l'Amérique d'abord de président Trump, la Chine et l'Union européenne semblent réfléchir sur les moyens de renforcer leur coopération et régler leurs désaccords. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir deux invités exceptionnels. Tous les deux ont publié récemment chacun un article concernant justement les relations entre l'Union européenne et la Chine. Alors, nous avons en duplex M. Lionel Véron, bonjour. Bonjour. En Luxembourg, M. Véron est un ancien diplomate, sinologue, il parle très bien chinois, et auteur du livre Défi chinois, que j'avais lu il y a quelques années. Récemment, il a publié un article « L'Union européenne à la croisée des chemins ». Mon deuxième invité, c'est M. Sun Haichao. Bonjour. Bonjour. Voilà, Sun Haichao est un diplomate aussi, ancien ambassadeur à Centrafrique. En Centrafrique, oui. Voilà, mais il a travaillé longtemps aussi en Europe, surtout en France. Surtout avec la France. Voilà. Alors, il a aussi publié un article il y a quelques jours, la lourde responsabilité de l'Allemagne, présidente du Conseil de l'Union européenne. Voilà, bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Bonjour. apparemment, l'Union européenne et la Chine se sont rencontrés à un moment difficile. J'ai une question à tous les deux. D'abord, je vais donner la parole à M. Véron parce qu'il est loin, alors il a le privilège. Alors, pourquoi pensez-vous que l'Union européenne se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins? Alors, il devait se pencher un peu plus vers la Chine ou vers les États-Unis? M. Véron. Bonjour. D'abord, merci pour l'invitation une nouvelle fois. Par rapport à cette question, je crois qu'il y a deux facteurs qui jouent, en tout cas dans l'analyse que j'ai présentée dans cet article, qui me paraissent évidents. Le premier facteur, c'est l'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'économie et la société européenne. Il est évident que nous sommes dans une situation absolument nouvelle, probablement depuis 1945, avec une crise économique qui se promet d'être massive en termes de chômage, en termes d'impact social, en termes aussi de recomposition probablement de l'appareil économique européen, et que donc l'Europe va devoir faire des choix. Oui. Alors peut-être est-ce que l'accord qui vient d'être passé entre les 27 sur la dette, la communautarisation de la dette européenne, peut-être est-ce que c'est un premier signe justement d'un choix. Ça reste encore à prouver en termes d'application et il y aura beaucoup d'obstacles. Mais en tout cas, cette pandémie, il est évident qu'elle a un poids déterminant sur ses choix que l'Union européenne va devoir faire en termes d'orientation stratégique, économique et politique. La deuxième chose qui me paraît non moins évidente, c'est qu'il va falloir faire un choix par rapport à des orientations géostratégique pour l'Union européenne face d'un côté à la Chine, de l'autre côté aux États-Unis et à mon avis aussi par rapport à la Russie. C'est-à-dire que depuis l'élection et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, l'Europe a découvert ce que en réalité beaucoup d'entre nous savaient, mais qui était un peu subliminal, c'est que les États-Unis n'ont qu'un seul intérêt, c'est l'intérêt des États-Unis, et non pas celui de l'Europe. Donc l'Europe qui a fonctionné, qui continue jusqu'à présent à fonctionner, à mon sens, largement comme un satellite des États-Unis dans de nombreux domaines, est obligée de regarder en face la réalité. Les États-Unis sont prêts à sacrifier les intérêts des Européens si c'est leur intérêt propre. Donc on ne peut pas faire avec un allié de ce type et simplement toujours dire nous sommes dans le même camp. Et donc le sens de
de mon article, c'était de dire précisément, là, pour la première fois, nous allons être obligés de faire un choix qui n'est pas nécessairement le choix de la Chine contre les États-Unis, ou le choix de la Russie contre les États-Unis, Oui. c'est le choix de l'Europe. C'est le choix du pôle européen. Et de dire, voilà, il y a peut-être aujourd'hui pour l'Union européenne la possibilité d'être un nouveau pôle et de s'écarter de cette influence et de cette hégémonie, on peut dire clairement, américaine. Mais le fait que la Chine est sortie le premier de la pandémie et surtout l'économie chinoise apparemment est en train de reprendre le bon chemin, est-ce que cela n'attire pas un peu les Européens? Alors c'est beaucoup plus complexe que cela. C'est plus complexe parce que les Européens, pour le moment, regardent avec beaucoup de doute cette reprise économique chinoise, si l'on en croit les médias, encore une fois. Et puis deuxièmement, parce que j'ai écrit aussi des articles sur ce sujet, il est évident, vous le savez, que l'on est depuis janvier dernier face à une campagne sans précédent médiatique et politique contre la Chine dans l'Union européenne. On voit les conséquences sur l'opinion publique, on le voit dans les médias, etc. Et que donc, ça fait un contrepoids avec la possibilité pour l'Union européenne de se rapprocher de la Chine. Je pense que c'est un sujet sur lequel on va revenir un peu plus tard. On peut dire que c'est le pire moment entre les relations, des relations entre nos deux parties. Je pense que c'est le début du pire moment. Bon, alors, l'ambassadeur Sun, vous semblez aussi penser que la voie que prendra l'Union européenne est extrêmement importante. Angela Merkel, dont le pays a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne en juillet, porte une lourde responsabilité. Alors, d'après vous, quels seront les choix de l'Union européenne? Présidence de l'Allemagne, conduite par la chancelière Merkel, est une responsabilité. La responsabilité, c'est aussi une gloire et aussi une charge. Et surtout dans cette période difficile, même la plus difficile depuis l'histoire de l'Union européenne. Alors, l'Allemagne prend le relais de cette présidence, mais cela tombe à un moment crucial et important. Mais la chancelière Merkel, avec sa longévité de métier, avec son ancienneté, avec sa qualification, avec son expérience, je pense qu'elle va faire quelque chose de bon, surtout pour l'Union européenne. Elle pourrait laisser un héritage politique glorieux dans l'histoire de l'Union européenne. Mais au début, alors avec 5 jours de travail acharné, de toute façon, les 27 sont tombés d'accord pour ce plan de relance de quelques 550 milliards. Oui. C'est énorme. Oui, pour l'Union européenne, apparemment, sur un plan de relance, on est tombé d'accord en accord. Voilà. C'est bien, mais pour la diplomatie, est-ce que l'Union européenne peut avoir une politique commune, réellement commune, face à une Chine qui sort de la pandémie et face à un pays comme les États-Unis, l'Amérique d'abord? Alors, Monsieur Lionel, l'Union européenne peut aujourd'hui se prétendre avoir une diplomatie commune. Diplomatie commune. Personnellement, je ne crois pas. Ah oui. Je ne crois pas parce que l'Union européenne à 27 est une union trop disparate sur le plan politique et sur le plan de l'histoire. Et par exemple, si nous prenons les pays ex-socialistes d'Europe de l'Est, dans leur majorité, ce sont des pays qui sont extrêmement atlantistes, qui sont très proches des États-Unis, qui rarement critiquent les États-Unis, qui s'appuient même sur les États-Unis quelquefois pour, il faut dire les choses comme elles sont, pour faire chanter un peu le reste de l'Union européenne. Parce que le souvenir de l'Union soviétique est trop lourd. Oui, parce que l'histoire est lourde et qu'ils estiment quelque part que les États-Unis sont un peu le modèle
dont ils ont rêvé lorsqu'ils étaient sous la chape soviétique. En gros, je schématise parce que nous n'avons pas le temps de développer, mais en gros, c'est cela. Et donc, on voit des pays comme la Pologne, par exemple, qui est un pays très atlantiste, qui est un pays très pro-États-Unis, pro-Washington. On voit d'ailleurs que lorsque Donald Trump vient d'annoncer qu'il allait retirer les troupes américaines, une partie des troupes américaines d'Allemagne, il a annoncé qu'elles seraient transférées en Pologne. Ça n'est pas un hasard. Ouais. Donc, je crois que l'Union européenne ne peut pas, à mon sens, ne peut pas avoir de diplomatie commune tant que nous fonctionnerons sur des présupposés qui sont aussi différents par rapport à la relation avec la Chine ou par rapport à la relation avec les États-Unis. Je crois que ça n'est pas possible. Et je crois surtout qu'il n'existe pas de diplomatie commune aujourd'hui parce qu'il y a une diplomatie à géométrie variable. C'est-à-dire, sur un certain nombre de sujets, nous sommes capables d'avoir les 27 qui se mettent d'accord sur des sujets qui ne sont pas très importants. Et concernant, quand il s'agit de la Chine ou des États-Unis? Alors, quand il s'agit des États-Unis, on voit à quel point c'est difficile d'avoir une position commune contre les États-Unis, je dirais en réaction aux États-Unis. On le voit bien aujourd'hui, on le voit par rapport à Huawei, 5G, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de politique commune par rapport à des problématiques comme cela. Par contre, nous avons vu l'année dernière, par rapport à la Chine, lorsque la Chine a été déclarée un rival systémique par l'Union européenne, que là, on a tout de même réussi à faire accepter le principe à tout le monde. C'est un principe pour moi assez choquant sur le fond, mais quand même tout le monde a fini par accepter le principe. Donc ça dépend vraiment des thèmes. Une diplomatie commune, ça signifierait que sur tous les grands dossiers, nous ayons la même position. Aujourd'hui, c'est totalement pas le cas. On le voit dans le monde arabe, on le voit sur ce qui se passe en Syrie ou ailleurs. Il n'y a pas de position commune. Alors, la diplomatie commune, c'est un objectif de l'Union européenne depuis le début. Mais cela a été un objectif encore, cela continue à être un objectif, je pense. Mais pour avoir une diplomatie commune, c'est-à-dire il faut faire des actions communes. Depuis la création de l'Union européenne, alors les positions des membres, des pays membres sont quelquefois, mais la plupart du temps sont divisés, n'est-ce pas? Alors oui, maintenant, du côté des États-Unis, alors l'Union européenne est à peu près avec une diplomatie commune pour suivre la diplomatie américaine. Absolument. Concernant une diplomatie commune, pas dans d'autres domaines, je ne pense pas dans un avenir proche l'Union européenne pourrait avoir une diplomatie commune. Mais cela reste encore un objectif. Mais est-ce que la pandémie a changé quelque chose? Par exemple, cette fois-ci, l'ouverture de frontières de l'Union européenne, dans la liste des pays, il n'y a pas des États-Unis. Hein. Ça, je crois que sur ce point-là, ça n'a pas de relation avec la politique extérieure commune. Oui. Je crois que c'est un principe de réalité. Oui, les États-Unis sont totalement irresponsables en matière de gestion de la pandémie. Et donc, je pense que c'est un simple principe de réalité. Mais cette réalité est aussi importante que la politique, non? Non, je pense qu'elle est plus importante que la politique commune. La diffusion de la pandémie à travers les États-Unis qui pourrait venir vers l'Europe est plus importante que les problèmes de politique commune. Et maintenant, on est obligé de porter des masques, mais ce n'est pas une diplomatie commune, mais on est obligé de porter pour protéger, pour se protéger, pour protéger d'autres. Voilà. Nous avons vu que bien qu'il n'y ait pas de désaccord d'un point de vue idéologique entre les États-Unis et l'Union européenne, les relations entre les deux parties ne sont pas pour autant harmonieuses. Le président Trump a déjà réussi à se rapprocher du Royaume-Uni qui a quitté l'Union européenne, mais il ne semble pas apprécier l'Union européenne. Oui. Depuis que le président Trump devient le président des États-Unis, alors il pratique la politique de l'Amérique d'abord. L'Amérique d'abord, c'est-à-dire tous les autres pays sont ensuite, mais même l'intérêt américain l'emporte surtout. Mais cela porte une chose néfaste pour les autres. On veut revoir, alors pendant le sommet de l'OTAN, pendant le sommet de G7, pendant le sommet d'autres l'Atlantique devient un peu plus large qu'avant. Pourquoi? Parce que les intérêts des autres pays, même alliés stratégiques des États-Unis, sont affectés néfastement
n'est-ce pas? Et puis, le président américain traite des autres chefs d'État pas comme des amis, pas également. On dit qu'il n'y a pas d'égalité entre les États-Unis et des autres alliés stratégiques, n'est-ce pas? Et puis, alors, l'Europe a ses intérêts à défendre, mais la guerre commerciale commence pas avec la Chine, commence à partir avec des pays amis stratégiques, la guerre commerciale, n'est-ce pas? Et aussi autre chose, oui. Et puis on dit, on voit bien sûr le sommet G7 au Canada, pas de déclaration finale. Alors en France, on ne discute plus une déclaration finale. Et cette année, bien sûr, avec la pandémie, il n'y aura plus, peut-être il n'y aura plus de sommet G7. Peut-être des vidéoconférences. Madame chancelière Merkel a refusé d'aller aux États-Unis. Voilà. Et puis les ministres étrangers, les ministres de la défense allemands refusent aussi d'aller aux États-Unis. Peut-être, je ne sais pas, peut-être cette année, il n'y aura plus de sommet de G7. Donc, entre les deux parties d'Atlantique, le problème existe. Mais les frictions entre les États-Unis et l'Union européenne ne sont pas grand-chose en comparaison avec les frictions entre la Chine et les États-Unis. Monsieur Véron va nous expliquer. Les relations sino-américaines semblent vivre leur plus grande crise depuis 20 ans, 30 ans, même 40 ans. Dans ce contexte, quel regard de l'Europe porte-t-elle sur les relations sino-américaines? Monsieur Véron? C'est une question qui est directement liée à ce que vous venez d'évoquer avec la question précédente, c'est-à-dire les relations, le regard que les Européens peuvent porter sur la relation Chine-États-Unis est conditionné par la relation entre l'Europe et les États-Unis, directement. Or, pour compléter ce que disait Monsieur l'ambassadeur, je crois que il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, nous avons aux États-Unis un président qui n'est pas un président, qui est une sorte de cow-boy qui se prend pour un chef d'entreprise, mais qui n'a rien d'un président tel que l'on peut l'imaginer, peu importe l'orientation politique. Donc ça signifie que ça n'est pas un partenaire crédible. C'est quelqu'un, et nous l'avons vu tous les pays l'ont vu, qui peut changer d'avis dans les 2 heures par rapport à une stratégie, à une politique, etc. Donc je crois que du côté de la relation déjà Union européenne-États-Unis, les Européens ont compris une chose, c'est qu'aujourd'hui, ils avaient en face d'eux, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Mme Merkel ne souhaitait pas aussi aller aux États-Unis en ce moment, c'est peut-être en espérant que l'élection de novembre allait donner un nouveau président avec lequel il serait possible de discuter, quitte à reporter de quelques mois le sommet du G7, mais au moins pouvoir discuter avec quelqu'un qui, quelle que soit encore une fois son orientation politique, mais quelqu'un qui se comporte comme un président et pas comme un voyou de banlieue. Donc je crois que ça c'est un point important. Aujourd'hui, à mon avis, nous sommes arrivés au bout de cette relation Union européenne-États-Unis. Je pense qu'il n'y aura plus d'évolution dans les mois qui viennent parce que tout le monde attend exclusivement maintenant cette élection pour avoir en face un vrai partenaire, peu importe qui il est, mais qui ne soit pas un personnage comme Trump. Donc ça, je crois que c'est le premier point qui est important dans la relation Union européenne-États-Unis. Maintenant, dans le regard que les Européens portent sur cette relation entre la Chine et les États-Unis, les Européens, pour revenir à la notion de croisée des chemins, les Européens sont dans une situation complexe parce que vous venez de dire qu'il n'y a pas de désaccord idéologique entre Européens et États-Unis. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a de grands désaccords idéologiques de fond en réalité, notamment sur l'ultralibéralisme américain, etc. Vous êtes tous les deux démocratie. Je parle de l'ensemble des Européens. Après, il y a des variations naturellement d'un pays à l'autre. Je parle dans l'ensemble. Si l'on prend par exemple la France et l'Allemagne, nous ne sommes pas des pays ultra-libéraux. En tout cas, pas dans la pensée politique et stratégique. Maintenant, nous avons des dirigeants, malheureusement, je dirais quelquefois, qui oscillent en fonction d'autres intérêts par rapport à leur relation avec les États-Unis. Je pense que c'est le cas de M. Macron, mais je pense que c'était déjà le cas de M. Hollande ou de M. Sarkozy.
dans le cas de la France. Donc, je crois que cette relation, ce regard que l'on porte sur cette relation bilatérale Chine-États-Unis est malheureusement aussi conditionné par une dimension idéologique. Vous avez vu le 22 juin, qui était pour moi un grand jour, cette rencontre Union européenne-Chine. C'est un grand jour parce qu'en plus c'est mon anniversaire le 22 juin. Donc peut-être que les choses allaient s'arranger entre les deux parties. Mais en même temps, vous avez entendu M. Charles Michel, le président du Conseil européen, dire que nous avions des systèmes politiques tellement différents qu'il était en gros, je schématise, difficile de se rapprocher. Donc là, il y a une dimension idéologique par rapport à la relation entre l'Union européenne et la Chine. Et dans ce contexte-là, nous avons tendance, pour des raisons idéologiques, c'est-à-dire de perception du système politique, nous avons tendance en Europe à penser que nous sommes dans le même camp que les États-Unis. C'est quelque chose que l'on entend souvent. Beaucoup de gens pensent que nous sommes dans le même camp que les États-Unis, même lorsque les États-Unis nous écrasent, nous foulent au pied nos intérêts. Donc je crois que le regard que l'on porte sur cette relation, c'est de se dire nous avons deux géants face à face. Nous avons un géant qui est certes inconstant avec un système démocratique qui fait que tous les 4 ans c'est la loterie. On peut tomber sur un Trump comme on peut tomber sur un Obama, mais c'est un système démocratique, politique, donc où les électeurs ont normalement un droit de regard. Et en face, nous avons une Chine qui, comme l'a dit M. Charles Michel, n'est pas du tout conforme à notre pensée politique, un système de partis dominants, disons, etc., tout ce que ça véhicule. Et donc, quel est le choix que nous devons faire? C'est le regard que l'on porte, c'est celui-là, c'est de se dire, mais finalement, nous avons plutôt intérêt à être du côté des États-Unis parce que, sur le plan idéologique, nous sommes plus proches, ce que personnellement je conteste. Mais maintenant, nous avons, et c'est ce que je disais dans cet article, une autre réalité, c'est la réalité économique. Que la relation entre l'Union européenne et la Chine, or cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, ne favorise pas les intérêts non plus de l'Union européenne, notamment avec le système des sanctions, puisque les États-Unis n'ont plus qu'une seule politique extérieure aujourd'hui, c'est une politique de sanctions. Sanctions contre tout le monde, contre les individus, contre des sociétés, que ce soit la Chine, l'Iran, la Syrie, l'Europe, c'est un pays de sanctions. Et ça n'est pas non plus l'intérêt de l'Union européenne. Donc il faut arriver à trouver un équilibre entre cette dimension idéologique qui nous rapproche de Washington, en théorie, et puis cette réalité économique qui nous rapproche plutôt de Pékin. Lorsque je disais le début du pire moment, c'est que je crois qu'il faut dissocier deux niveaux relationnels différents. Je crois qu'il y a, comme vous dites, Monsieur l'ambassadeur, qu'il y a le niveau commercial et économique. Là où je disais le pire moment, c'est que je pense qu'effectivement, pour suivre la Chine depuis quand même assez longtemps, maintenant, le rouleau compresseur politico-médiatique auquel nous sommes confrontés aujourd'hui n'a pas d'équivalent dans l'histoire des 40 dernières années, c'est-à-dire de réforme. Si l'on prend hier la presse française, il y avait 9 articles hier sur le Xinjiang dans les 3 grands quotidiens français, 9 articles sur le Xinjiang qui étaient de violentes attaques contre la Chine et qui appellent à des sanctions contre la Chine. Et qui font que d'ailleurs l'Union européenne vient de déclarer hier, je crois, qu'effectivement il allait falloir réfléchir à une politique plus ferme et peut-être à des sanctions sur la question du Xinjiang, puis la question de Hong Kong. Donc là, ce que je voulais dire par là, c'est que ce rouleau compresseur médiatique est en train de transformer les opinions publiques, et moi je le vois ici en Europe, et ça, c'est la dimension politique, je dirais politique, de la relation, et c'est très compliqué à gérer, parce que d'un côté, nous avons peut-être une volonté des deux partis politiques de faire avancer les choses, mais ici, nous avons la pression des opinions publiques et des médias sur les dirigeants européens, sur les Français, sur les Allemands, etc., qui réclament une politique de plus en plus dure. Vous voyez, M. Véran a dit les médias donnent des pressions sur les dirigeants européens avec des informations concernant Xinjiang. Alors, que répondez-vous? Alors, selon moi, depuis 40 ans, je travaille avec l'Europe, je lis presque quotidiennement la presse et les médias européens. Alors, les médias et la presse européenne font exprès de ne pas présenter une Chine réelle, objective, au public européen. Je suis entièrement d'accord avec vous.
Et vous savez que dans notre système, on le voit en particulier par exemple en France, ce sont les médias qui font l'opinion publique et qui font la position des dirigeants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je connais un certain nombre de dirigeants français, aujourd'hui, les dirigeants français, ce qu'ils pensent de la Chine, la plupart du temps, c'est ce que leur ont dit quelques experts qui gravitent autour et qui de temps en temps leur font un briefing de 10 minutes et leur disent voilà comment est la Chine. Et cette présentation de la Chine, comme vous dites, n'a rien à voir non plus avec la réalité, quels que soient les problèmes en Chine. Oui. La Chine est un problème un pays qui a ses problèmes, comme tout le monde. Mais l'image qui en est faite n'a rien à voir, mais le problème central, c'est que ce sont eux qui font l'opinion publique, ce sont eux qui font les élections et ce sont eux qui font la pensée des dirigeants vis-à-vis de la Chine. On le voit sur le Xinjiang ou sur Hong Kong. On peut écrire, moi j'écris sur Hong Kong, j'ai beaucoup écrit, je peux écrire tout ce que je veux, mais aucune influence en France parce que 99% des autres disent le contraire de ce que je dis. Donc les dirigeants pensent ce que les médias pensent. C'est ça le problème. Quand le mensonge répété, la réalité devient une vérité. Voilà. Dans la conclusion de votre article, M. Véron, vous avez écrit « La crise actuelle et le conflit sino-américain lui offrirent une opportunité historique de jouer un rôle majeur dans les refontes de l'ordre international en privilégiant son indépendance et sa souveraineté. » Bien sûr, vous parlez de l'Union européenne. Alors, vous avez dit son indépendance et sa souveraineté. Est-ce qu'il s'agit, de l'autre côté, une opportunité aussi pour nous, les Chinois, de nous approcher de vous? D'abord, par rapport à cette réunion, cette rencontre du 22 juin, je crois que c'était assez évident cette opposition entre la position chinoise qui est positive dans le sens où effectivement on essaye de trouver des points communs avec l'Union européenne pour avancer et la réponse qui était en face de Mme von der Leyen et de Charles Michel qui était plutôt de soulever question après question les obstacles à cette relation avec l'Union européenne. Bon, je ne critiquerai pas en réalité cette position parce que je pense que l'on ne peut avancer que lorsque l'on met sur la table les dossiers problématiques. Donc nous avons vu effectivement les problèmes soulevés, surtout les problèmes commerciaux, disons, avec cet accord entre la Chine et l'Union européenne sur les investissements. Il est évident que c'est un problème à régler, que c'est un problème important et que je comprends la partie européenne sur cette relation avec la Chine dans ce domaine. Je pense que c'est normal de mettre le dossier sur la table. Là où ça devient nettement plus compliqué, parce qu'à mon sens c'est un peu insoluble, c'est dès lors que nous rentrons dans la dimension politique, c'est-à-dire lorsque l'on commence à parler des droits de l'homme et pour revenir à ce que l'on disait juste avant, de l'idée que nous avons du traitement des droits de l'homme par rapport à ce qu'on nous en dit. Si c'est sur cette base que l'on négocie, ça sera très difficile d'arriver à se rapprocher de la Chine, puisque nous fonctionnons nous aussi sur des bases inexactes, sur des bases faussées ou partiellement faussées, peu importe. Donc, on a vu les obstacles. Il y a des obstacles réels sur les questions de la propriété intellectuelle, sur la question du droit commercial, de l'ouverture des marchés, etc., qui sont des préoccupations légitimes, quelle que soit la partie, que ce soit pour la partie chinoise ou pour la partie européenne. Et puis, il y a des préoccupations qui sont des préoccupations politiques, à mon avis, destinées justement aux opinions publiques européennes, lorsque l'on parle de Hong Kong, lorsque l'on parle de Taïwan, lorsque l'on parle du Xinjiang ou du Tibet, etc. Et ça, c'est un peu insoluble. Donc ça, c'est un peu une sorte de couverture, mais c'est un problème insoluble parce que nous ne pouvons pas arriver à nous mettre d'accord sur des questions comme celle-ci. Ça n'a pas de sens sur le fond de les soulever, à mon avis. Donc ça, c'est la problématique des obstacles et de tout ce qui est plus positif vu du côté chinois et de l'ouverture. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci. Merci. Et merci aussi pour nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.